Salut les amis, bienvenue. Entrons dans le vif du sujet. Je suis arrivé 10 minutes en retard, ce qui, dans ma famille, compte comme une déclaration publique. Le 60e anniversaire de mon père battait son plein au domaine. Des voitures de luxe alignées devant. Des traiteurs qui se déplaçaient comme sur des rails. 40 invités, peut-être plus, tous habillés comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Cadres supérieurs, officiers à la retraite, quelques politiciens qui se souvenaient soudain que nous existions. Le genre de foule qui serre les mains trop longtemps et sourit trop largement. Je suis entré avec la seule chose propre que j'avais, une chemise simple, un pantalon sombre, sans maquillage, sans effort. Je venais de rentrer quelques heures plus tôt. Pas de sommeil, pas de temps pour faire semblant de m'en soucier. Personne ne m'a remarqué tout de suite. C'est normal. Dans cette maison, j'ai toujours été un bruit de fond. Méline était au centre de tout, exactement là où elle aimait être. Robe parfaite, cheveux parfaits, volume parfait, pour que toute la salle puisse l'entendre sans effort. Elle tenait une coupe de champagne d'une main et Julien à son bras comme un trophée qu'elle aurait déniché en solde. Et c'est là qu'ils ont signé, a-t-elle dit assez fort pour porter. 10 millions net d'avance. Quelques personnes ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Mon père se tenait à côté d'elle, souriant comme s'il avait personnellement négocié l'affaire. C'est ma fille, a-t-il dit. Elle livre toujours. Bien sûr qu'il l'a fait. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai pris une place tout au bout de la table, près du bord, là où la lumière n'arrive pas aussi fort. Il y avait un carton avec mon nom, mais personne n'avait remarqué qu'il était vide jusqu'à ce que je m'y installe. Un serveur est passé et a posé une assiette. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je n'avais pas faim. J'avais juste besoin de quelque chose devant moi pour ne pas avoir l'air d'attendre la permission d'exister. J'entendais Méline de l'autre côté de la salle, qui continuait. Des chiffres, des contrats, des plans d'expansion. Elle parle toujours comme un communiqué de presse. Quelqu'un a demandé ce que j'avais fait ces derniers temps. Elle a ri. Oh, Cassie, a-t-elle dit. Toujours la même chose. Inventaire, logistique, tu sais, compter des boîtes quelque part où personne ne s'en soucie. Quelques personnes ont gloussé. Un rire prudent. Poli. J'ai gardé les yeux sur la table. Julien s'est penché et a dit quelque chose à Méline. Je n'ai pas saisi, mais j'ai vu son poignet quand il a levé son verre. Patek Philippe, pas discret, pas quelque chose qu'on achète avec un salaire de fonctionnaire, surtout pas le sien. Notez. J'ai pris ma fourchette, j'ai déplacé un peu de nourriture, je n'en ai pas mangé. La voix de Méline s'est rapprochée. C'est là que j'ai su qu'elle ne laisse jamais rien en suspens. Si elle voit une faiblesse, elle marche droit dessus. Ses talons ont claqué sur le sol, lent et délibéré. Elle s'est arrêtée juste à côté de ma chaise, assez près pour que je sente son parfum. Cher, trop utilisé. Tu es revenu, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai fini de déplacer un morceau de poulet d'un côté de l'assiette à l'autre, puis j'ai posé la fourchette. On dirait bien, ai-je répondu. Elle a penché la tête, m'étudiant comme si j'étais quelque chose qui s'était présenté sans invitation. Tu ne pouvais pas faire un petit effort ? A-t-elle demandé. C'est l'anniversaire de papa. J'ai haussé les épaules. Je suis venu. C'est déjà l'effort. Quelques personnes à proximité ont tourné la tête. La conversation a ralenti juste assez pour écouter sans être trop évident. Méline a souri, mais ce n'était pas amical. Tu fais toujours le strict minimum, a-t-elle dit. C'est presque impressionnant. Je me suis adossé à ma chaise. Tu m'as invité. Non, a-t-elle dit. Papa l'a fait. J'ai juste supposé que tu aurais le bon sens de rester à l'écart. Voilà. Claire, directe, exactement comme elle aime. J'ai hoché la tête une fois. Notez. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait en rester là. Elle avait son public. Elle avait fait son point. Mais Méline ne s'arrête pas à un point. Elle cherche une réaction. Elle a tendu la main, pris le verre d'eau glacée sur la table, pas le sien, le mien. J'ai regardé ses doigts se refermer autour. Je n'ai toujours pas bougé.
La salle s'est faite plus silencieuse. Pas muette, mais presque. Le genre de silence où les gens font semblant de continuer à parler tout en orientant leur corps vers le spectacle. Méline a levé légèrement le verre comme si elle réfléchissait. Puis elle l'a vidé directement sur mon visage. Eau froide. Glaçon heurtant ma joue, glissant dans mon col, trempant la chemise en quelques secondes. Personne n'a bougé. On entendait les fourchettes tomber une à une sur les assiettes, doucement, irrégulièrement. Méline a reposé le verre vide sur la table comme si elle venait de finir un verre normal. « Réveille-toi, Cassie », a-t-elle dit d'une voix plate et claire. « N'apporte pas cette tête de raté à l'anniversaire de papa. Cette table est pour les gens qui ont vraiment accompli quelque chose, pas pour quelqu'un qui compte des crayons dans un entrepôt. » Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. Personne n'a dit un mot. Je n'ai pas réagi. Pas de hoquet, pas d'argument, pas de sortie dramatique. J'ai pris la serviette à côté de mon assiette, je l'ai dépliée et j'ai essuyé l'eau sur mon visage. Lentement, soigneusement, comme si je nettoyais une tâche qui n'avait pas d'importance. La glace avait déjà fondu dans ma chemise, froide contre ma peau, agaçante, mais pas nouvelle. J'ai reposé la serviette, puis j'ai levé les yeux, pas sur elle, sur Julien. Sa main reposait encore sur le dossier de sa chaise. La montre a encore attrapé la lumière. Cadran propre, pas de rayures, Patek Philippe récente. Facilement 6 chiffres. J'ai soutenu son regard une seconde de plus que la normale. Il l'a remarqué, a bougé légèrement. Juste assez. Bien. Puis j'ai regardé à nouveau Méline. Elle attendait, s'attendant à quelque chose. Des larmes peut-être, de la colère. N'importe quoi qu'elle pourrait pointer du doigt et dire, vous voyez, c'est pour ça qu'elle n'a pas sa place ici. Je ne lui ai rien donné. Terminé, ai-je demandé. Le sourire sur son visage s'est crispé. C'est tout? A-t-elle dit. Pas de repartie, pas d'attitude? J'ai pris le verre qu'elle venait de vider, je l'ai tourné légèrement, j'ai vérifié le fond comme si je l'inspectais. Tu as manqué un endroit, ai-je dit. Côté gauche. Quelques personnes ont laissé échapper un bref souffle. Pas un rire. Pas tout à fait. La mâchoire de Méline a bougé. Tu es incroyable, a-t-elle dit. On m'a traité de pire, ai-je répondu. Mon père est enfin intervenu comme s'il venait de se souvenir qu'il recevait. Très bien, ça suffit, a-t-il dit. Pas à elle, à la salle. Restons civilisés. Civilisés, hein? Méline a levé les yeux au ciel, puis s'est penchée plus près de moi, baissant la voix juste assez pour sembler privée, mais encore assez forte pour porter. Tu n'as pas ta place ici, a-t-elle dit. Et tout le monde le sait. J'ai rencontré son regard cette fois. Alors arrête de m'inviter, ai-je dit. Elle s'est redressée, a lissé sa robe et s'est retournée vers le centre de la salle comme si rien ne s'était passé. La conversation a repris lentement, plus fort qu'avant, les gens surcompensant. Je suis resté assise encore 10 secondes. Puis je me suis levé, sans me presser, sans faire de scène, juste terminé. J'ai poussé la chaise, pris une autre serviette, les pressé une fois contre mon col et les laissé retomber sur la table. En passant devant mon père, il ne m'a pas regardé. Bien sûr que non. L'air dehors était meilleur, plus frais, plus calme, plus vrai. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver au bout de l'allée. Personne ne m'a suivi. J'ai sorti mon téléphone, regardé l'heure, puis verrouillé l'écran à nouveau. Méline pensait avoir prouvé quelque chose avec un verre d'eau. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment déclenché, parce qu'au moment où cette eau a touché mon visage, quelque chose d'autre s'est mis en place. Pas de la colère, pas de l'embarras, une décision. Et les décisions dans mon domaine de travail ne restent pas petites. Au moment où j'ai atteint ma voiture, je savais déjà quel serait mon prochain mouvement. Et ce ne serait pas une conversation. Ce serait une enquête. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai roulé directement à la base, badge déjà en main avant même que le moteur ne soit coupé. Le garde à la barrière l'a scanné, m'a regardé, puis m'a fait signe de passer sans un mot. Bien. Je n'étais pas d'humeur à bavarder. Il était 3h47 quand j'ai garé la voiture. À 4h, j'étais debout à l'intérieur d'un niveau 6. Pas de fenêtre, pas de signal,
pas de bruit sauf le bourdonnement bas des machines qui ne dorment jamais. Le genre de salle où les erreurs ne sont pas corrigées, elles sont documentées. J'ai verrouillé la porte derrière moi et posé mon sac sur la chaise. Toujours avec la même chemise humide sous ma veste. Je m'en fichais. Je me suis connecté. Authentification multifactorielle. Vérification secondaire. Contrôle d'habilitation. Accès accordé. L'écran s'est allumé, propre et froid. Pas de distraction. Juste des systèmes en attente d'entrée. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai d'abord ouvert le dossier de Julien. Les dossiers officiels sont apparus rapidement, grade, historique des affectations, accès aux achats, logistique, permission de chaîne, tout standard, tout propre, trop propre. J'ai ouvert une fenêtre secondaire et je suis passé au suivi financier restreint, le genre qui n'apparaît pas sauf si on sait exactement où chercher. J'ai tapé ces identifiants, j'ai appuyé sur Entrée. Le premier jeu de chiffres est arrivé, puis le second, puis tout le reste a suivi, transfert, comptes écran, routage offshore, dépôt structuré juste en dessous des seuils de déclaration, schéma répétitif dans plusieurs juridictions. Je me suis légèrement adossé. D'accord, ai-je murmuré. Maintenant on parle. Ce n'était pas bâclé. C'était organisé. Quelqu'un avait construit un système, pas juste un petit boulot parallèle. J'ai signalé les comptes et j'ai tracé les points finaux. C'est là que le nom de Méline est apparu. Pas comme propriétaire, comme interface commerciale. Son entreprise était juste au milieu du flux. Propre sur le papier, rentable, courbe de croissance impressionnante. Exactement le genre d'histoire de succès qu'elle adorait raconter dans les soirées. Mais derrière, c'était un filtre. L'argent arrivait du côté de Julien. Il passait par ses contrats, était reconditionné, puis renvoyé en ayant l'air légitime. J'ai ouvert les déclarations de son entreprise. Tous alignés en surface, contrat signé, liste de fournisseurs, rapport d'expansion. J'ai recoupé les fournisseurs. 3 d'entre eux n'existaient pas. 2 étaient enregistrés à des adresses qui menaient à des bâtiments vides. Un remontait à un groupe holding signalé 6 mois plus tôt pour des liens avec des services de renseignement étrangers. J'ai fixé l'écran une seconde. Sérieusement, ai-je dit. J'ai sorti les journaux d'achat liés à l'habilitation de Julien. Voilà. Commande de composants, module de navigation, unité de positionnement compatible drone. Pas des systèmes complets, juste des pièces. Assez petites pour être déplacées sans attirer l'attention. Assez précieuses pour compter si elles finissaient au mauvais endroit. J'ai croisé les registres d'expédition, plusieurs perdus en transit, plusieurs réaffectés, plusieurs signés avec l'autorisation de Julien, et chaque fois liés indirectement à l'entreprise de Méline. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était une manipulation de la chaîne d'approvisionnement liée à une technologie restreinte. J'ai ouvert un nouveau dossier et j'ai commencé à construire la structure du dossier. Étiquette propre, pas d'hypothèse, juste des preuves, journaux de transactions, écart d'achat, fraude sur les fournisseurs. J'ai continué. Le temps n'avait pas d'importance dans cette salle. L'horloge du système indiquait 4h38, mais ça aurait pu être midi ou minuit. J'ai creusé plus profond dans les registres de communication. La plupart étaient chiffrés, standards, rien d'utile en surface. Puis j'ai trouvé quelque chose signalé de la veille au soir. Horodatage correspondant à la fête, un fichier audio. Je l'ai cliqué. Statique pendant une demi-seconde. Puis la voix de Julien. Nous n'avons pas le temps de laisser traîner ça. Méline a répondu, clair, contrôlé. Détends-toi. Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas un problème. Une pause. Elle est revenue, a dit Julien. Je l'ai vue. Elle n'est pas aussi en dehors du coup que tu le penses. Méline a laissé échapper un petit rire. Elle est exactement là où elle a toujours été. Nulle part d'important. Je n'ai pas bougé. Julien a baissé la voix. Et si elle regarde les comptes? Elle ne le fera pas, a dit Méline. Et même si elle essaie, on s'en occupera. Comment? Une autre pause. Puis elle l'a dit comme si elle parlait d'un léger désagrément. On l'a fait déclarer instable. Silence de mon côté, pas sur l'enregistrement. Julien n'a pas répondu tout de suite.
Tu es sérieuse? Oui, a-t-elle dit. Ce n'est pas difficile. Elle est isolée. Pas d'empreinte sociale. Personne ne va remettre ça en question. On dit qu'elle montre des signes. Stress, paranoïa, ce qui colle. Et le fond? A-t-il demandé. Méline n'a pas hésité. On le déplace une fois qu'elle est hors circuit. Il est juste là de toute façon. Autant l'utiliser pour combler le trou. Ma main s'est crispée sur la souris. C'est l'argent de sa grand-mère, a dit Julien. Et Méline a répondu. Tu veux aller en prison pour des sentiments? Une autre pause. Non, a-t-il dit. Bien, a-t-elle répondu. Alors arrête de trop réfléchir. Le fichier s'est terminé. Je suis resté assise là une seconde à fixer le vide, pas surprise. Juste en train de confirmer. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient prévu de m'effacer légalement, discrètement, efficacement. Je me suis penché à nouveau et j'ai ouvert mon propre dossier financier. Le fonds fiduciaire était là, intact, exactement où il devait être. Pas pour longtemps s'ils avaient leur mot à dire. J'ai fermé cette fenêtre, ouvert une nouvelle ligne de commande. Cette partie nécessitait de la précision. Pas de bruit, pas d'avertissement. J'ai entré le protocole d'accès de la task force. La demande d'autorisation est apparue. J'ai entré mes identifiants, puis ma désignation, commandant d'escouade, habilitation vérifiée. Le système a demandé le type d'opération. J'ai marqué une demi-seconde de pause, puis j'ai sélectionné, confinement financier ciblé. J'ai entré les identifiants de Julien, puis les entités liées à Méline se sont auto-remplies. Bien. J'ai revu la portée, les comptes seraient gelés. Accès restreint. Mouvement signalé. Toute tentative de contournement déclencherait des alertes sur les canaux fédéraux. Pas de bouton annulé. J'ai pensé à la fête pendant exactement une seconde. L'eau, le silence, la façon dont tout le monde regardait et ne disait rien. Puis j'ai pensé au fichier audio. La déclarer instable. Déplacer le fond. J'ai posé mes doigts sur le clavier. Ils m'appelaient inutile, mais ils avaient besoin de mon argent pour rester à flot. C'était la partie qui m'a presque fait rire. Presque. J'ai tapé la ligne finale. Commande prête. Le système attendait. Je n'ai pas attendu. J'ai appuyé sur exécuter. J'ai quitté le CIF et je ne me suis pas changé. Même chemise, même veste, même état d'esprit. Au moment où je suis arrivé à la maison, le soleil se levait à peine. Le domaine paraissait plus calme à la lumière du jour. Moins impressionnant, comme un décor après que la caméra s'est arrêtée. Je suis entré par la porte principale. Personne ne m'a arrêté. Bien sûr que non. J'ai reçu un message de mon père avant même d'arriver à mi-chemin du couloir, bureau maintenant. Pas de bonjour, pas de mention de la veille. J'ai tourné à gauche et je suis allé directement là. Son bureau n'avait pas changé depuis des années. Même bois sombre, même photos encadrées de son service, même récompense alignée comme si elle lui rapportait encore quelque chose. Il était debout derrière le bureau quand je suis entré, déjà habillé, déjà irrité. « Tu es en retard », a-t-il dit. J'ai regardé l'horloge au mur. Il n'y avait pas de circulation, ai-je répondu. Il n'a pas souri. J'ai fermé la porte. Je l'ai fait. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien après la veille. Au lieu de ça, il a tendu la main, pris un document sur le bureau et l'a jeté devant moi. Il a glissé sur la surface et s'est arrêté juste au bord. « Signe-le », a-t-il dit. Je ne l'ai pas touché tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil. Procuration, autorité large, contrôle financier, transfert d'actifs, tout. J'ai levé les yeux vers lui. C'était rapide, ai-je dit. Nous n'avons pas de temps à perdre, a-t-il répondu. Bien sûr que non. Lis-le, a-t-il ajouté. Comme si j'avais besoin d'instructions. Je sais ce que c'est, ai-je dit. Alors signe. J'ai quand même pris le document. J'ai feuilleté les pages. Langage juridique, structure propre. Celui qui l'avait rédigé savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas une demande désinvolte.
C'était un plan. Tu transfères tout, ai-je dit. Tous les comptes, tous les avoirs. Oui, a-t-il dit. Sans hésitation. À Méline, à la famille. Elle va le gérer, a-t-il corrigé. Bien sûr. Pourquoi? Ai-je demandé. Il s'est penché légèrement en avant, posant les mains sur le bureau. Parce qu'elle a un avenir, a-t-il dit. Toi, non. Voilà. Clair, efficace. Pas de mots en trop. J'ai reposé les papiers. Elle s'agrandit, a-t-il continué. Nouveau projet, grosse opportunité. Nous avons besoin de capital pour avancer vite. Nous? Ai-je demandé. Il a ignoré ça. Tu es assise sur de l'argent que tu n'utilises pas, a-t-il dit. C'est du gaspillage pour toi. J'ai légèrement penché la tête. C'est mon argent. C'est de l'argent familial, a-t-il claqué. Et la famille décide comment il est utilisé. J'ai laissé ça flotter une seconde. Définition intéressante. Tu ne semblais pas te soucier de la famille hier soir, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. C'était un malentendu, a-t-il dit. Madeleine est allée trop loin. C'était sa version de la responsabilité. Elle m'a humilié devant 40 personnes, ai-je dit. Et tu es toujours debout, a-t-il répondu. Donc clairement ce n'était pas si grave. J'ai failli rire. Presque. Tu vas vraiment avec ça? Ai-je demandé. Je vais avec la réalité, a-t-il dit. Et la réalité, c'est que tu ne contribues pas. Tu ne construis rien. Tu n'apportes aucune valeur à cette famille. Je l'ai regardé une seconde de plus que nécessaire. Même homme, même voix, clarté différente. Tu penses que je suis inutile, ai-je dit. Je pense que tu sous-performes, a-t-il corrigé. Et je te donne une chance de faire quelque chose d'utile pour une fois en remettant tout ce que j'ai. Ça colle. Signe le papier, a-t-il dit à nouveau. Nous n'avons pas besoin de faire traîner ça. Je n'ai pas bougé. Il a pris un stylo et l'a poussé vers moi. Fais quelque chose pour ta sœur, a-t-il ajouté. Pour ta famille, une dernière fois. Une dernière fois. Cette partie est restée. J'ai tendu la main vers le stylo, pas parce que j'allais signer. Parce que je voulais voir jusqu'où il irait. Il a regardé ma main attentivement, s'attendant à la soumission, s'attendant à la même version de moi qu'il avait toujours gérée, celle qui restait silencieuse, celle qui ne ripostait pas. J'ai tenu le stylo au-dessus de la ligne de signature, sans rien écrire. Au lieu de ça, je l'ai regardé droit dans les yeux, sans hésitation. Papa, ai-je dit. Il s'est légèrement penché, attendant. Règle de base, ai-je continué. On ne réapprovisionne pas l'ennemi quand il est déjà à court d'options. Il a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai reposé le stylo. Soigneusement. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Silence. Puis ça a frappé. Son expression est passée de la confiance à l'irritation. Pardon? A-t-il dit. Tu m'as entendu. Il s'est redressé. Tu n'as pas le droit de refuser ça, a-t-il dit. Ce n'est pas une négociation. Ça l'est maintenant, ai-je répondu. Sa voix s'est faite plus tranchante. Tu es égoïste. Non, ai-je dit. Je suis consciente de ce que tu exiges. Je n'ai pas répondu à ça. Pas encore. Il a claqué la main sur le bureau. Je suis ton père, a-t-il dit. Tu ne sortiras pas d'ici après tout ce que cette famille a fait pour toi et tu n'agiras pas comme si tu ne nous devais rien. J'ai laissé finir. Puis j'ai parlé. Tu n'es pas manipulé, ai-je dit. Tu choisis ça. Il a cligné une fois des yeux, ne s'attendant pas à ça. Quoi? Tu n'es pas confus, ai-je continué. Tu n'es pas en manque d'informations. Tu sais exactement ce que tu fais. Son visage s'est durci. Fais attention, a-t-il dit. Tu as choisi la version du succès qui paraît mieux dans une pièce, ai-je dit. C'est tout. Ça suffit, a-t-il claqué. Vraiment? Il a contourné le bureau. Signe le papier, a-t-il dit à nouveau, plus lentement cette fois,
comme si le répéter changerait quelque chose. Je n'ai pas bougé. Tu penses qu'elle construit quelque chose de réel? Ai-je dit. Tu penses que c'est une question de croissance, de réputation, d'expansion? Il s'est rapproché. C'est le cas, a-t-il dit. J'ai secoué la tête une fois. Non, ai-je dit. C'est pour couvrir un problème. Ça l'a fait marquer une pause d'une seconde. Puis il a continué. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas expliqué, je ne lui ai rien montré parce que ce n'était pas le moment pour les preuves. C'était le moment pour les choix. J'ai fait le mien. Je me suis tourné vers la porte. Où penses-tu aller? A-t-il exigé. Dehors, ai-je dit. Tu ne sors pas de cette conversation, a-t-il dit. Je viens de le faire. Sa voix m'a suivi. Si tu sors de cette pièce sans signer ce papier, n'attends plus rien de cette famille. Je me suis arrêté à la porte, pas parce que j'avais besoin de réfléchir, mais parce que je voulais qu'il entende ça clairement. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Bien, ai-je dit. Puis j'ai ouvert la porte. Il a haussé la voix. Tu es ingrate, a-t-il crié. Tu es une déception. Tu l'as toujours été. J'ai fermé la porte avant qu'il ne termine. Le couloir était à nouveau silencieux. Même maison, même mur, perspective différente. Je suis sorti directement sans m'arrêter. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas vérifié mon téléphone, je n'ai pas remis en question quoi que ce soit parce que la décision était déjà prise. Il pensait m'enseigner la loyauté. Il pensait que c'était de la discipline, du contrôle, de la structure, mais ce qu'il a vraiment fait, c'est confirmer exactement où tout le monde se situait, plus important, où je ne me situais pas. Au moment où j'ai atteint ma voiture, je pouvais déjà cartographier ce qui se passait de leur côté. Compte gelé, accès refusé, pression qui montait. Méline ne comprendrait pas encore. Julien comprendrait, et mon père. Il le découvrirait bientôt parce que l'ordre que j'avais exécuté quelques heures plus tôt n'était pas un avertissement. C'était un confinement. Et à ce stade, l'appartement de Méline n'était plus une maison. C'était une boîte verrouillée. Pas de sortie, pas de levier, juste le temps qui s'épuisait. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir ça arriver. Je pouvais l'imaginer avant même que le système ne pousse les alertes. Magasin de bijoux haut de gamme, comptoir en verre propre, éclairage doux conçu pour faire paraître tout plus cher qu'il ne l'était déjà. Personnel de vente formé à sourire sans cligner des yeux. Le genre d'endroit où Méline entre comme si elle possédait le bâtiment parce que dans sa tête elle le possède généralement. J'étais assise dans un bureau sécurisé à la base, un terminal différent cette fois. Pas niveau SIF, mais toujours verrouillé, toujours calme, toujours à moi. J'avais leur compte signalé pour une surveillance en direct. Donc, quand la première alerte est arrivée, je l'ai vue en temps réel. Tentative de transaction refusée. Commerçant, bijouterie de luxe. Montant, 50 000 €. Titulaire de la carte, Julien Mercé. Je me suis légèrement adossé. Pile à l'heure, ai-je dit. J'ai ouvert le journal de la transaction. Julien avait utilisé sa carte noire. Bien sûr qu'il l'avait fait. Cette carte faisait partie de son identité. Statut, pouvoir, accès, tout enveloppé dans un morceau de métal qu'il pensait le rendre intouchable. Le système n'était pas d'accord. Refusé. J'ai ouvert le flux secondaire lié au réseau de sécurité du magasin. Accès limité, mais suffisant. Ils étaient là, Méline debout au comptoir, souriant à la bague comme si elle l'avait déjà posté en ligne. Julien à côté d'elle, détendu, une main dans la poche, l'autre tenant la carte comme si c'était juste une formalité. Le vendeur a passé la carte une fois, pause, l'a repassée, pause plus longue. Puis est venu le regard. Chaque vendeur au détail a ce regard, celui qui dit que quelque chose ne va pas, mais qu'il essaie de ne pas le dire à voix haute tout de suite. Je suis désolé, a dit le vendeur. Ça n'a pas fonctionné. Le sourire de Méline n'est pas tombé immédiatement. Elle a laissé échapper un petit rire. Réessayez, a-t-elle dit. C'est probablement votre machine. Bien sûr que c'était ça. Julien n'avait pas l'air inquiet. Pas encore.
Il a hoché légèrement la tête comme s'il avait déjà vu ça et que ça se réglait toujours tout seul. Le vendeur a repassé la carte. Même résultat. Cette fois, la machine n'a pas hésité. Refusé. L'indicateur rouge est resté plus longtemps. Le sourire de Méline s'est crispé. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Le vendeur a légèrement bougé. Professionnel, prudent. Voulez-vous essayer un autre moyen de paiement? Julien a enfin réagi. Il a repris la carte, l'a regardée comme si elle l'avait personnellement trahi, puis a sorti son téléphone. Je vais appeler la banque, a-t-il dit. Bon choix. J'ai ouvert le journal d'interception des appels. Il a composé, attendu. Il est passé plus vite que la plupart des gens. C'est ce que les clients prioritaires obtiennent. Ici Julien Mercé, a-t-il dit. Ma carte est refusée. Pause. Son expression a changé. Pas dramatiquement, juste assez. Comment ça, restreinte? A-t-il demandé. Autre pause. Puis sa posture a complètement changé. Non, a-t-il dit. Ça doit être une erreur. J'ai ouvert la transcription audio au fur et à mesure qu'elle se mettait à jour. Représentant de la banque. Monsieur, votre compte a été gelé sous directive fédérale. Nous ne sommes pas autorisés à annuler cette action. Julien est resté silencieux une seconde. Fédéral, a-t-il répété. Méline s'est penchée. Qu'est-ce qu'ils disent? Il a levé une main pour l'arrêter. Qui a émis la directive? A-t-il demandé. Autre pause. Puis. Nous ne pouvons pas divulguer cette information. C'est là que ça l'a frappé. Pas complètement, mais assez. Il a terminé l'appel sans dire au revoir. Méline lui a attrapé le bras. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé. Il n'a pas répondu tout de suite. Problème temporaire, a-t-il dit enfin. On va régler ça. Mensonge. Mauvais. Méline n'a pas gobé. Julien, a-t-elle dit plus tranchante maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il l'a regardé, puis il l'a dit. Compte gelé. Silence. Même à travers le flux, je pouvais le sentir. Méline a cligné une fois des yeux. Ce n'est pas drôle, a-t-elle dit. Je ne plaisante pas. Elle a ri brièvement, forcée. D'accord, super. Donc on appelle quelqu'un et on règle ça. Ça arrive. C'est fédéral, a-t-il dit. Ça l'a arrêté une demi-seconde. Puis elle a poussé. Alors c'est une erreur. Ils ont signalé le mauvais compte ou quelque chose. Tu vas appeler quelqu'un plus haut. Julien n'a pas répondu parce qu'il savait déjà. Ce n'était pas une erreur. Ils sont sortis du magasin sans la bague. Pas d'au revoir, pas d'excuses, juste de la tension et une panique contrôlée. J'ai changé de flux. Le suivi du véhicule les a captés en train de retourner vers la base. Bien. Cette partie comptait parce que l'argent était une chose, l'accès en était une autre. La caméra de la barrière les a captés au moment où ils arrivaient. Procédure standard. Contrôle d'identité. Scan CAC. Julien a baissé la vitre, a tendu sa carte comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Le garde l'a scanné, a attendu, l'a scanné à nouveau, puis son expression a changé. Subtil, mais réel. Il a rendu la carte. Monsieur, a-t-il dit. Votre accès a été suspendu. Julien l'a fixé. Quoi? Vos accréditations sont inactives, a répété le garde. Je ne peux pas vous laisser entrer. Méline s'est penchée depuis le siège passager. C'est ridicule, a-t-elle dit. Vous savez qui il est? Le garde n'a pas réagi. Oui, madame, a-t-il dit. Et je vous dis que son accès est suspendu. Julien a repris la carte lentement. C'est une erreur, a-t-il dit. Oui, monsieur, a répondu le garde. Vous devrez contacter votre commandement. Traduction, pas mon problème. 2 policiers militaires se sont rapprochés. Pas agressifs, juste présents, mais le message était clair, vous n'avez plus votre place ici pour l'instant. Julien a hoché la tête une fois, serré.
Compris, a-t-il dit. Ils sont repartis. Pas de cris, pas de scène, juste la pression qui montait. Je me suis penché en avant, regardant la prochaine alerte arriver. Tentative d'accès non autorisée enregistrée. Bien. Il commençait à pousser. Ça signifiait qu'il commençait à paniquer. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Julien s'est allumé. Nouveau message. Expéditeur inconnu. J'ai ouvert l'interception. Vous êtes surveillé. La task force est active. Autorité de commandement, commandant d'escouade Vance. J'ai regardé sa réaction. Il l'a lu une fois, puis à nouveau. Sa main s'est crispée sur le téléphone. Méline l'a remarqué immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle demandé. Il a tourné l'écran vers elle. Elle l'a lu, puis elle a ri, pas nerveuse, méprisante. Vance, a-t-elle dit. Quoi? Comme ta unité? Non, a-t-il dit. Ce n'est pas aléatoire. Elle a balayé ça d'un geste. S'il te plaît, a-t-elle dit. Ce sont des tactiques d'intimidation. Probablement quelqu'un qui essaie de te perturber. Julien n'avait pas l'air convaincu. Niveau commandant d'escouade, ce n'est pas une blague, a-t-il dit. Méline a levé les yeux au ciel. Détends-toi, a-t-elle répondu. Tu réfléchis trop. Il n'a pas répondu, donc elle a rempli le silence. D'ailleurs, a-t-elle ajouté en souriant, Vance. La seule Vance que je connais, c'est ma sœur, et elle arrive à peine à gérer un entrepôt. Voilà. La partie que j'attendais. La partie dont ils avaient besoin pour croire. Julien l'a regardé. Tu es sûr? A-t-il demandé. Méline a ri à nouveau. Julien, a-t-elle dit, elle compte des boîtes pour gagner sa vie. Confiance, pure, intacte. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le système continuer à tourner. Il pensait encore qu'il comprenait la situation. Il pensait encore que c'était un bug, un retard, quelque chose qu'il pouvait régler avec le bon coup de téléphone. Il ne réalisait pas que le système n'était pas cassé. Il fonctionnait exactement comme prévu. Et la version de moi qu'ils avaient construite dans leur tête, la silencieuse, l'invisible, celle qui compte des crayons dans un entrepôt, n'avait jamais été réelle. C'était une couverture. Et pendant qu'ils étaient occupés à me sous-estimer, j'avais collecté tout ce dont j'avais besoin, chaque transfert, chaque expédition, chaque conversation. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de timing, parce que ce qu'ils ressentaient en ce moment, ce n'était pas l'effondrement. C'était le premier signal, et ils étaient encore trop arrogants pour le lire. J'ai déverrouillé la porte avant même qu'ils ne frappent. En fait, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas frappé. Ils ont claqué contre comme s'ils possédaient l'endroit. Le cadre a tremblé une fois, puis une autre, avant que je n'ouvre de l'intérieur. Le timing compte. Méline se tenait là, déjà au milieu d'une phrase, comme si elle avait crié tout le long des escaliers. Qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est arrêtée quand la porte s'est ouverte, non pas parce qu'elle était surprise de me voir, mais parce que je n'avais pas l'air surprise de la voir. Julien se tenait juste derrière elle, mâchoire serrée, yeux scrutant au-delà de moi dans l'appartement. Plus détendu maintenant, plus confiant. Bien. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Méline n'a pas hésité. Elle est passée devant moi comme si elle entrait dans un espace qu'elle prévoyait de déchirer. Julien a suivi plus lentement. Il s'attendait à quelque chose de bon marché. Il s'attendait à quelque chose de petit. Il s'attendait à quelque chose dont il pourrait rire. L'endroit était simple, propre, mobilier minimal, pas de décoration, pas de désordre, mais rien n'était bon marché. Méline a tourné lentement sur elle-même. C'est ça? A-t-elle dit. C'est là que tu te caches? J'ai fermé la porte derrière eux. Non, ai-je dit, c'est là que je travaille. Elle a ignoré ça. On dirait un entrepôt avec un meilleur éclairage, a-t-elle ajouté. Toujours en train de jouer, toujours en train d'essayer de rester sur la défensive. Julien n'a pas commenté. Il remarquait déjà des choses, angles, espacements, ce qui n'était pas là, ce qui n'avait pas de sens. Méline s'est retournée vers moi. Répare ça, a-t-elle dit. Droit au but.
Je suis passé devant elle et j'ai pris place à la table, j'ai pris mon café, j'ai bu une gorgée. Noir, sans sucre, encore chaud. Réparer quoi? Ai-je demandé. Son expression s'est cassée. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Tu sais exactement de quoi je parle. J'ai reposé la tasse. Je ne sais pas, ai-je dit. Julien est intervenu. Nos comptes sont gelés, a-t-il dit. Contrôlés, mesurés. Essayant d'empêcher que ça tourne à la scène. Accès révoqué, a-t-il ajouté. Financier et opérationnel. J'ai hoché la tête une fois. Ça semble gênant. Méline a ri. Tranchant. Gênant, a-t-elle répété. Nous ne pouvons accéder à rien. Carte, transfert, compte, tout est verrouillé. Alors vous devriez appeler votre banque, ai-je dit. Elle s'est rapprochée. Je l'ai fait, a-t-elle claqué. Ils ont dit que c'était fédéral. J'ai haussé légèrement les épaules. Ça semble sérieux. Elle m'a fixé, essayant de lire quelque chose. N'importe quoi. Tu as fait ça, a-t-elle dit. Pas une question. Je me suis adossé à ma chaise. Tu me donnes trop de crédit. Ça a suffi. Elle a craqué. Méline a attrapé l'objet le plus proche, une petite lampe, et l'a jetée à travers la pièce. Elle a heurté le mur et s'est brisée. Arrête de faire l'idiote, a-t-elle crié. Répare ça maintenant. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas bougé. Julien m'a regardé. Prudent maintenant. Calculant. Cassie, a-t-il dit plus lentement cette fois. Si tu es impliqué là-dedans, tu dois comprendre la position dans laquelle tu te mets. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit, c'est toi qui dois comprendre la tienne. Méline a claqué la main sur la table. Je ne le redemanderai pas, a-t-elle dit. Déverrouille. J'ai repris mon café, j'ai bu une autre gorgée, je l'ai reposé. Puis j'ai glissé la main dans ma poche, j'ai sorti un petit appareil, je l'ai posé sur la table, j'ai cliqué une fois. Une lumière douce s'est allumée. Méline a froncé les sourcils. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Je l'ai regardé. Tout ce que vous direz à partir de maintenant est transmis en temps réel au bureau de l'inspecteur général, ai-je dit. Silence. Pas long, mais assez. Méline a cligné des yeux, puis elle a ri. Tu bluffes, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Julien n'a pas ri. Il s'est rapproché de l'appareil, l'a regardé, puis a regardé autour de la pièce. Vraiment? A-t-il dit cette fois. Regarde. Ses yeux ont bougé vers les coins, le plafond, les bords des murs. Sa posture a changé. Ce n'est pas résidentiel, a-t-il dit. Je n'ai pas interrompu. Il est allé plus loin, a vérifié le couloir, a marqué une pause, puis s'est retourné vers moi. C'est un environnement sécurisé, a-t-il dit. Surveillance en couche, isolation du signal. J'ai légèrement souri. Continue, ai-je dit. Méline a regardé entre nous. De quoi parle-t-il? A-t-elle exigé? Julien n'a pas répondu. Il continuait à scanner. Il a remarqué le cadre de porte renforcé, l'absence d'objets personnels, le placement de la table. C'est un nœud de commandement, a-t-il dit. Voilà. Enfin. J'ai hoché la tête une fois. Assez proche. Méline a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Non, c'est insensé. Elle vit ici. C'est son appartement. Je me suis légèrement penché en avant. Bienvenue dans un espace d'opération restreint de niveau 4. Les mots ont atterri lourdement. Méline a reculé d'un pas. Tu mens, a-t-elle dit. Je n'ai pas argumenté. Je n'en avais pas besoin. Le visage de Julien avait déjà changé. Il me regardait différemment maintenant. Pas comme un problème, comme une menace. Depuis combien de temps? A-t-il demandé. Assez longtemps, ai-je dit. La voix de Méline s'est cassée. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui a répondu. Elle s'est retournée vers moi. Tu as tout organisé, a-t-elle dit.
Tu as tout planifié. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, vous êtes entré dedans. Elle a reculé d'un autre pas, puis d'un autre. Sa confiance avait disparu maintenant. Remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus ancien. La peur. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé. Je l'ai regardé, puis Julien. J'ai déjà ce dont j'ai besoin, ai-je dit. C'est laquelle a craqué à nouveau, la peur se transformant en colère. Elle a foncé en avant, main levée. Même mouvement que la veille. Même intention. Cette fois, Julien lui a attrapé le poignet avant qu'il n'atterrisse. Arrête, a-t-il dit. Elle a retiré son bras d'un coup sec. Ne me dis pas quoi faire, a-t-elle claqué. Mais elle n'a pas réessayé parce que maintenant elle comprenait quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant. Ce n'était pas un combat qu'elle contrôlait. Le téléphone de Julien a vibré. Il a vérifié. Son visage s'est figé. Quoi? A demandé Méline. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il m'a regardé. Véhicule en approche, a-t-il dit. Je n'ai pas réagi. Les yeux de Méline se sont agrandis. Quel véhicule? Puis ils l'ont entendu dehors. Pneus sur le gravier, rapide. Pas une voiture. Plusieurs. Arrêt brusque. Portière qui s'ouvre. Méline s'est tournée vers la porte. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, elle avait l'air de ne pas vouloir être là. Je m'en vais, a-t-elle dit. Elle s'est dirigée vers la porte, main sur la poignée, a marqué une pause, a regardé en arrière vers moi, comme si elle attendait la permission. Je ne la lui ai pas donnée. Elle a ouvert la porte quand même. Le son dehors est devenu plus fort. Bottes, voix, contrôlée, coordonnée. Méline est restée figée à la porte. À moitié dedans, à moitié dehors. Pas sûr de quel côté était le plus sûr. J'ai pris mon café, j'ai bu une dernière gorgée, je l'ai reposé. Sa colère avait disparu maintenant. Ce qui l'avait remplacé était plus simple, plus ancien, la peur, le genre qui n'a pas besoin d'explication. Elle a reculé d'un pas dans l'appartement. A fermé la porte lentement. Trop tard. Parce que quoi qu'il y ait dehors, ça ne partait pas et ce n'était pas là pour discuter. Le coup n'est pas venu. La porte s'est ouverte. Propre, contrôlée. Pas de précipitation, pas de cri. 2 agents sont entrés en premier. Costume, pas d'uniforme. Présence discrète. Ils ne m'ont pas regardé pour des instructions. Ils les avaient déjà. Méline s'est figée où elle était. Julien n'a pas bougé du tout. Bons instincts. Restez où vous êtes, a dit l'un des agents. Pas fort, pas agressif, juste final. Méline s'est tournée vers moi. Rappelle-les, a-t-elle dit. Tout de suite. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas mon rôle de parler. Pas encore. Julien a lentement levé les mains juste assez pour montrer sa coopération. Nous ne résistons pas, a-t-il dit. Intelligent. Méline ne l'a pas suivi. C'est illégal, a-t-elle claqué. Vous ne pouvez pas juste entrer comme ça dans la maison de quelqu'un. L'un des agents l'a regardé. Madame, vous êtes actuellement à l'intérieur d'un espace d'opération fédérale restreint, a-t-il dit. Vous n'avez pas qualité pour faire cet argument. Ça l'a fait taire pendant environ 2 secondes. Puis son cerveau a rattrapé sa bouche. Mon père est le colonel Richard Vance, a-t-elle dit. Passez un coup de fil. Vous verrez à quelle vitesse ça se règle. L'agent n'a pas réagi. Asseyez-vous, a-t-il dit. Elle ne l'a pas fait. Julien s'est rapproché d'elle. Assieds-toi, a-t-il dit doucement. Cette fois elle a écouté. À peine. Elle s'est laissée tomber sur la chaise comme si elle l'insultait. Julien s'est assis à côté d'elle, calme à l'extérieur, calculant à l'intérieur. Je suis resté où j'étais, pas besoin de bouger, pas besoin de dire quoi que ce soit. Quelques minutes ont passé. Personne ne s'est précipité. C'est comme ça qu'on sait que c'est réel. Puis Méline a fait exactement ce que j'attendais. Elle a attrapé son téléphone. J'appelle papa,
a-t-elle dit. Julien ne l'a pas arrêté. Il voulait cet appel aussi. Elle a composé. Mis sur haut-parleur. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qu'il y a? A dit mon père. Irrité. Occupé. Papa, a dit Méline, sa voix changeant instantanément. Plus douce. Urgente. Nous avons une situation. Quel genre de situation? Ils ont tout gelé, a-t-elle dit. Compte, accès, tout. Et maintenant il y a des agents ici chez Cassie. Silence. Puis. Passe-moi l'un d'eux au téléphone, a-t-il dit. Méline a regardé l'agent le plus proche et lui a tendu le téléphone. Il veut te parler, a-t-elle dit. L'agent n'a pas pris le téléphone. Je ne fais pas partie de votre chaîne de commandement, a-t-il dit. Méline a repris le téléphone, agacée. Papa, il ne coopère pas. Je m'en occupe, a-t-il dit. Je pouvais l'entendre bouger de l'autre côté. Des papiers, une chaise, sa voix devenant plus tranchante. Restez où vous êtes, lui a-t-il dit. Ne dites plus rien d'autre. Il a raccroché. Méline a regardé Julien. Tu vois, a-t-elle dit, il règle ça. Julien n'a pas répondu parce qu'il savait déjà quelque chose qu'elle ne savait pas. Le temps avait changé et mon père n'avait plus l'autorité qu'il pensait avoir. J'ai regardé l'horloge. 3 minutes, 5, 7. Méline a vérifié son téléphone. Rien. Julien a vérifié le sien. Rien. 10 minutes. Méline s'est levée. C'est ridicule, a-t-elle dit. Pourquoi il ne rappelle pas? Personne n'a répondu. Parce que la réponse était évidente. Pour la première fois en 30 ans, mon père appelait des gens qui ne décrochaient pas parce que, au moment où cette opération était devenue active, son nom avait cessé de porter du poids. La chaîne de commandement ne se soucie pas de l'histoire. Elle se soucie de l'autorité actuelle. Et il n'en avait plus. Méline a commencé à faire les 100 pas. Ça n'a pas de sens, a-t-elle dit. Il connaît des gens. Il peut régler ça. Julien a regardé le sol. Non, a-t-il dit doucement. Il ne peut pas. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que tu veux dire par il ne peut pas? Il n'a pas répondu. Parce qu'à ce moment précis, quelque chose d'autre a changé. Un mouvement dans la pièce. Pas des agents, du coin. Un espace que Méline n'avait pas remarqué en entrant parce que les gens comme elle ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Un homme s'est avancé. Pas d'uniforme, pas de grade affiché. Costume simple, mais tout chez lui disait posture militaire, présence. La façon dont la pièce s'est ajustée sans qu'il dise un mot. Méline s'est tournée. Qui est-ce? A-t-elle demandé. Julien n'a pas répondu. Il était déjà debout. Pas par défi, par instinct, par reconnaissance. Je me suis levé. Pas parce que je devais, parce que le respect compte. L'homme est passé devant les agents sans les reconnaître. Ils se sont écartés automatiquement. Il s'est arrêté à la table, a regardé Méline, puis Julien, puis moi. Un bref hochement de tête. Je l'ai rendu. Méline a froncé les sourcils. C'est quoi ça? A-t-elle exigé. Qui êtes-vous? Il ne lui a pas répondu. Au lieu de ça, il a glissé la main dans le dossier qu'il tenait. Il a sorti un dossier, l'a laissé tomber sur la table. Plat, lourd, final. Le colonel Richard Vance devrait lire ça attentivement, a-t-il dit. Sa voix était calme, contrôlée, pas forte, n'avait pas besoin de l'être. Méline l'a fixé. De quoi parlez-vous? A-t-elle dit. Il l'a enfin regardé. Les contrats de votre mari, a-t-il dit. Ils ont un schéma. Julien n'a pas bougé, n'a pas parlé, parce qu'il savait. Méline a ri. Forcé. C'est une blague, a-t-elle dit. Vous pensez que vous pouvez entrer ici et ça sent la trahison. L'homme n'a pas haussé la voix. N'a pas insisté sur le mot. Il l'a juste dit et l'a laissé atterrir. Le sourire de Méline a disparu. C'est insensé, a-t-elle dit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il n'a pas argumenté,
n'a pas débattu. Il a juste tapé le dossier une fois. Chaque transfert, a-t-il dit. Chaque expédition, chaque compte écran, tout est documenté. Julien a fermé les yeux une demi-seconde. Ça a suffi. Méline a tendu la main vers le dossier. Donnez-moi ça, a-t-elle claqué. L'homme ne l'a pas touché, ne l'a pas bloqué. Il l'a juste regardé. Ça a suffi. Elle s'est arrêtée au milieu du geste comme si elle avait heurté quelque chose d'invisible. Sa main est lentement retombée. C'est quoi ça? A-t-elle demandé à nouveau, plus doucement maintenant. Personne n'a répondu. Parce que la réponse était juste devant elle. Elle ne voulait simplement pas la lire. Julien a enfin parlé. Qui êtes-vous? A-t-il demandé. L'homme l'a regardé, puis a répondu. West. C'était tout. Pas de titre, pas d'explication. Mais Julien a compris. Je l'ai vu sur son visage. Tout s'est connecté d'un coup. Il a reculé d'un petit pas. Méline a regardé entre nous. West, a-t-elle répété comme le gars de l'entrepôt. Je n'ai pas réagi. Moi non plus. Julien a presque ri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était fini. Vous devez plaisanter, a-t-il murmuré. Méline a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Non, c'est autre chose. Vous. Elle m'a pointé du doigt. Tu as tout organisé. Tu l'as payé. C'est ça. Wa n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin parce que les gens comme Méline ont besoin d'une version de la réalité qu'ils peuvent survivre. Et je me suis fait avoir. Ce n'en est pas une. Je l'ai regardé. Tu penses encore que c'est une question d'argent? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu parce que pour la première fois elle n'était plus sûre de quoi il s'agissait. Wa s'est légèrement tourné. Votre père ne pourra pas vous aider, a-t-il dit. Méline a avalé sa salive. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Il connaît toujours des gens pas cette fois, a dit Wa. Simple, final. Julien a regardé le sol à nouveau, en train de traiter, de calculer. Trop tard. Méline a croisé les bras, essayant de reconstruire quelque chose. Contrôle, confiance, n'importe quoi. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Wa n'a pas argumenté. Il l'a juste regardé comme quelqu'un qui regarde un problème qui a déjà une issue. Tu as raison, a-t-il dit. Puis il s'est détourné. Conversation terminée. Méline m'a regardé, cherchant encore, essayant encore de trouver la version de moi qu'elle comprenait, celle qu'elle pouvait écarter, celle qu'elle pouvait contrôler. Elle ne l'a pas trouvée parce qu'elle n'avait jamais été là. Et même maintenant, elle ne pouvait toujours pas l'accepter. Elle a choisi une explication différente, quelque chose de plus facile, quelque chose de plus sûr. Elle a regardé à nouveau Wa, puis moi, et a pris une décision. Si elle ne pouvait pas gagner ici, elle essaierait ailleurs. Une scène plus grande, plus de gens, plus d'influence, un dernier mouvement, un dernier pari. Et je pouvais déjà voir où elle allait. Parce que le désespoir ne crée pas de nouvelles stratégies. Il rend juste les anciennes plus bruyantes. J'ai ajusté mon col avant de sortir de la voiture. Pas par habitude, par précision. Le chauffeur n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. La porte s'est ouverte à l'heure. L'entrée était déjà sécurisée. Lumière, caméra, uniforme, tout exactement là où il devait être. Les galas militaires suivent toujours un schéma. Formel, contrôlé, prévisible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai posé le pied sur le tapis et je suis allé directement vers l'entrée. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Ce n'était pas la version de moi à laquelle ils étaient habitués, et c'était le but. À l'intérieur, la salle était déjà pleine. Officiers supérieurs, personnel de commandement, vétérans décorés, le genre de personnes que Méline avait passé toute sa vie à essayer d'impressionner sans jamais comprendre comment le système fonctionnait vraiment. J'ai balayé la salle une fois, je l'ai trouvée en moins de 3 secondes. Méline se tenait près du centre, exactement là où elle pensait avoir sa place. Robe parfaite, posture parfaite, une coupe de champagne à la main comme si rien n'avait mal tourné. Elle parlait à 2 généraux, souriant, se penchant juste assez pour paraître confiante, pas désespérée.
C'était presque impressionnant. Presque. Julien n'était pas à côté d'elle. Ça me disait tout. Elle n'avait rien réglé. Elle essayait de parler pour s'en sortir. Bonne chance avec ça. J'ai avancé plus loin dans la salle. Pas d'annonce, pas d'introduction, juste du mouvement. Quelques têtes se sont tournées d'abord, puis quelques autres, puis le schéma s'est répandu. Parce que les uniformes comptent. Et les uniformes de classe ça ne mentent pas. Ruban, badge, marque de service, tout mérité, tout documenté. Personne dans cette salle n'avait besoin d'explication. Méline l'a vue en dernier. Elle était au milieu d'une phrase quand elle a remarqué le changement. Les gens ne la regardaient plus. Ils regardaient au-delà d'elle, vers moi. Elle s'est retournée et s'est figée. Pendant une seconde, elle n'a pas reconnu ce qu'elle regardait parce que ça ne correspondait pas à la version de moi qu'elle avait construite dans sa tête. Puis ça a fait tilt. Son expression a changé. Confusion d'abord, puis incrédulité, puis quelque chose de plus tranchant. Elle a fait un pas vers moi. Vite, comme si elle pouvait réparer ça si elle arrivait assez rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle dit assez fort pour porter. Bien sûr que c'était le cas. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. Elle s'est directement mise sur mon chemin, bloquant, pensant encore qu'elle contrôlait la situation. « Tu n'as pas ta place ici » a-t-elle dit. C'est un événement restreint. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, pas en colère, pas amusé, juste neutre. Ça a empiré les choses. Elle a ri, court, tranchant. « Quoi, tu penses que porter ça fait de toi quelqu'un » a-t-elle dit. « Où as-tu même eu cet uniforme » Je n'ai pas répondu. Derrière elle, j'ai vu du mouvement. Subtil, mais coordonné. La salle s'ajustait déjà. Méline ne l'a pas remarqué. Elle était trop concentrée sur sa performance. « Sécurité » a-t-elle appelé, haussant la voix. « Quelqu'un peut-il la faire sortir » Elle n'est pas censée être ici. Personne n'a bougé. Pas une seule personne. Elle s'est retournée, agacée. J'ai dit. C'est là que ça s'est produit. Le premier officier s'est redressé. Puis le second, puis le troisième, puis tous. Les chaises ont bougé, les talons se sont alignés, et en un mouvement synchronisé propre. Pas, bottes heurtant le sol, tranchant, contrôlé, résonnant dans toute la salle. Méline a arrêté de parler parce que le son n'était pas aléatoire. C'était de la reconnaissance, du respect, de l'autorité, et ce n'était pas pour elle. Chaque officier dans cette salle s'est mis au garde à vous, face à moi, pas à elle, pas à la scène, à moi. Méline a regardé autour d'elle, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Aucun mot n'est sorti. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas reconnu parce que ce n'était pas pour moi. C'était le protocole, et le protocole ne se soucie pas des réactions personnelles. Méline a reculé d'un pas. Juste un, comme si le sol avait bougé sous ses pieds. Puis un autre. Le verre dans sa main a légèrement tremblé, essayant encore de traiter, essayant encore de trouver une explication qui ait du sens. Il n'y en avait pas qu'elle puisse accepter, pas en temps réel. Puis la dernière pièce est tombée. Les lumières de la scène ont changé. Une silhouette est montée sur le podium. Ouest. Même présence calme, même posture contrôlée, contexte différent. Cette fois toute la salle l'a vu et a compris exactement qui il était. Il n'a pas précipité, n'a pas haussé la voix, n'en avait pas besoin. Il s'est avancé, s'est tourné, puis pas. Son talon a frappé le sol, tranchant, précis. Il a levé la main, salut, propre, direct vers moi. La salle n'a pas respiré. Commandant d'escouade Vance, a-t-il dit, clair, porté dans toute la salle sans effort. La cible est sécurisée. Une pause. Pas longue, juste assez. Mon équipe est prête pour votre ordre. Silence. Lourd. Final. Le verre de Méline a glissé de sa main. Il a heurté le sol. C'est brisé. Personne n'a regardé en bas parce que personne ne se souciait du verre. Ils la regardaient tous, ou à travers elle, selon la façon dont on voyait les choses. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas parlé.
Son visage est devenu pâle. Pas dramatique, pas exagéré, juste vide, comme si tout ce qu'elle pensait être réel avait été retiré d'un coup. Elle m'a regardé, vraiment regardé, pas la version qu'elle avait créée, la réalité debout devant elle. Et pour la première fois, elle a compris, pas tout, mais assez. Assez pour savoir qu'elle avait mal calculé. Gravement. Sa voix est sortie plus basse cette fois. Cassie. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à expliquer. Ce n'était pas une révélation. C'était une correction. La salle est restée verrouillée en position, attendant, pas pour elle, pour moi. J'ai fait un pas en avant. Un pas, ça a suffi. Oua a baissé son salut. La salle a suivi en timing parfait. Pas d'hésitation, pas de retard. Méline a regardé ça se produire. Chaque mouvement, chaque réponse, chaque signal qu'elle avait passé des années à essayer de simuler en train de se produire naturellement sans elle. Elle a légèrement secoué la tête comme si elle pouvait réinitialiser ce qu'elle voyait. Tu as tout planifié, a-t-elle dit, plus confiante maintenant. Juste en train d'essayer de s'accrocher à quelque chose. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. J'ai exécuté. Ça a atterri plus fort que tout le reste parce que ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas personnel. C'était opérationnel. Elle a reculé d'un autre pas, puis d'un autre. Pas de direction, pas de contrôle, juste de la distance avec moi, avec la vérité, avec tout ce qu'elle pensait comprendre. Et pourtant, même maintenant, elle n'avait pas fini. Parce que les gens comme Méline ne s'arrêtent pas quand ils perdent. Ils escaladent. Ils parient. Ils cherchent une dernière sortie. Même quand il n'y en a pas. Et je pouvais déjà le voir dans ses yeux, dans la façon dont elle redressait les épaules, dans la façon dont elle regardait vers la scène, vers le public, vers quiconque pourrait encore être utile. Elle n'avait pas fini. Pas encore. Et c'était bien parce que ce qui venait ensuite n'était pas une question de révéler quoi que ce soit. C'était une question de terminer. J'ai monté sur la scène sans demander la permission. Pas d'annonce, pas de préparation, juste du mouvement. Le micro était déjà allumé. Bien sûr qu'il l'était. Les événements comme ça sont conçus pour rendre le bruit facile et le contrôle plus facile. Je ne l'ai pas touché. Je n'en avais pas besoin. La salle était déjà silencieuse. Tout le monde regardait, tout le monde attendait. Pas un discours, une décision. J'ai regardé une fois, j'ai trouvé Méline toujours debout là où elle s'était figée. Julien à côté d'elle, essayant de se tenir, essayant de calculer une sortie qui n'existait pas. Mon père venait d'entrer dans la salle par le côté, en retard, essoufflé, yeux scrutants, pensant encore qu'il pouvait réparer ça. Pensant encore qu'il comptait ici. Je n'ai rien dit. J'ai juste légèrement levé la main. Ça a suffi. Oua s'est tourné, a donné un petit signal, et tout a bougé. Les portes se sont ouvertes. Vite, pas fort, juste précis. Des agents sont entrés des deux côtés de la salle. Pas précipité, pas agressif, juste inévitable. Le genre de mouvement qui dit que ça avait été planifié longtemps avant que quiconque ne rentre dans ce bâtiment. Méline a reculé. C'est quoi ça? A-t-elle dit. Personne ne lui a répondu parce que la réponse était déjà en train de se produire. J'ai hoché la tête une fois. Oua a parlé. Exécuté. C'est là que les écrans ont changé. Le grand écran derrière moi, celui destiné aux vidéos de mise en valeur et de service, est devenu noir pendant une demi-seconde. Puis il s'est rallumé. Pas avec une célébration, avec des données, numéros de compte, journaux de transaction, horodatage, route de transfert. Le nom de l'entreprise de Méline était juste au centre. Clair. Indéniable. Argent entrant, argent sortant, schémas qui n'avaient pas leur place dans un système légal. La salle n'a pas réagi tout de suite parce que les gens comme ça ne sautent pas aux conclusions. Ils vérifient, ils lisent, ils comprennent, puis ils répondent. Julien l'a vu en premier. Son visage ne s'est pas effondré. Il s'est crispé comme si quelque chose en lui s'était verrouillé en place. Il a reculé une fois, puis s'est arrêté parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Méline a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Non, a-t-elle dit, doucement,
puis plus fort. Non, ce n'est pas c'est faux. C'est faux. Personne n'a bougé parce que ce n'était pas le cas. J'ai fait un geste à nouveau. Deuxième écran, données différentes, journaux d'achat, composants manquants, expédition réaffectée, signature d'autorisation, le nom de Julien répété encore et encore. Puis la couche finale, communication. Le fichier audio, sa voix, claire, non éditée. On l'a fait déclarer instable. On le déplace une fois qu'elle est hors circuit. La salle est restée silencieuse, pas choquée. Juste terminée. C'est la différence. Le choc est émotionnel. C'était une confirmation. Méline a secoué la tête. C'est illégal, a-t-elle dit. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas réel. Julien n'a pas parlé parce qu'il savait exactement à quel point c'était réel. Les agents ont bougé, deux sur lui, vite, contrôlé. Il n'a pas combattu, il n'a pas résisté parce que la résistance n'aurait fait qu'empirer les choses. Ils l'ont mis à terre, propre, efficace, pas de force inutile, juste assez. Des menottes métalliques se sont verrouillées autour de ses poignets, froides, finales. Méline a crié. Et, tranchant. Elle s'est précipitée en avant. Non, arrêtez. Vous ne pouvez pas faire ça. Un agent s'est interposé entre elle et Julien. Elle l'a poussé, ne l'a pas bougé d'un pouce. Elle s'est retournée vers moi. Tu as fait ça, a-t-elle hurlé. Répare. Dis-leur d'arrêter. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il n'y avait rien à réparer. Julien était déjà à genoux, tête baissée, terminé. La voix de Méline s'est cassée. Julien, dis quelque chose. Fais quelque chose. Il n'a pas levé les yeux, il n'a pas parlé, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. C'est laquelle a changé de direction. Elle est venue vers moi vite, s'est mise à genoux avant même d'atteindre la scène, a attrapé le bord, s'est hissée, main tendue vers moi. Cassie, a-t-elle dit. Cassie, s'il te plaît. C'est une erreur. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas. J'ai reculé juste assez pour qu'elle ne puisse pas me toucher. Ses mains ont attrapé l'air. Elle s'est figée, puis a réessayé. S'il te plaît, a-t-elle dit, on peut réparer ça. Je vais réparer ça. Juste rappelle-les. Tu as l'autorité, non? Tu peux faire ça. Je l'ai regardée, pas en colère, pas satisfaite, juste terminée. Derrière elle, mon père s'est frayé un chemin à travers la foule. Cassie, a-t-il crié. Voilà. La voix. L'autorité qu'il pensait encore fonctionner. Il est arrivé devant. M'a regardé comme si c'était encore une conversation qu'il pouvait contrôler. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il exigé. Arrête ça tout de suite. Je n'ai pas répondu. Il s'est rapproché. Tu fais partie du gouvernement, a-t-il dit. Tu as de l'influence. Utilise-la. C'est ta famille. Famille. Timing intéressant. Méline a levé les yeux vers moi. Espoir. Désespéré. Fragile. Mon père s'est encore rapproché. Tu ne détruis pas ta propre famille, a-t-il dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai fait un pas en bas de la scène, j'ai fermé la distance, je me suis arrêté juste devant lui, je l'ai regardé dans les yeux. Même homme, même voix, position différente. Famille, ai-je répété. Il a hoché la tête. Oui, a-t-il dit. Exactement. J'ai jeté un coup d'œil à Méline, toujours à genoux, toujours tendue, puis à nouveau à lui. La famille, ce n'est pas quelque chose sur lequel on jette de l'eau devant une salle pleine de monde, ai-je dit. Son expression a légèrement changé. Ce n'est pas quelque chose qu'on ignore jusqu'à ce qu'on ait besoin de quelque chose, ai-je continué. Il a ouvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé parler. Et ce n'est définitivement pas quelque chose qu'on appelle quand on est sur le point de tout perdre. Silence. Il m'a fixé, essayant de trouver la version de moi qui reculerait. Il ne l'a pas trouvée. Je me suis légèrement penché, j'ai baissé la voix juste assez pour qu'il soit le seul à entendre la suite. Ta pension, ai-je dit. Elle est partie.
Il a cligné des yeux. Quoi? Complicité, ai-je dit. Manquement à signaler. Obstruction par association. Son visage a changé. Pas de la colère, pas encore. De la compréhension. Lente, lourde. Tu en savais assez, ai-je dit. Et tu as choisi d'ignorer. Ce n'est pas. Il a commencé. Ça l'est, ai-je dit. J'ai reculé, je les ai regardés tous les deux, puis je me suis légèrement tourné. Emmenez-les, ai-je dit. Les agents ont bougé. Méline a crié à nouveau. Cette fois ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Réelle, non filtrée. Elle a essayé de m'attraper une dernière fois. Raté. Ils l'ont tiré en arrière. Julien n'a pas résisté. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un mot. Mon père est resté là, figé, ne criant plus, ne commandant plus rien, juste en train de regarder tout s'effondrer en temps réel. La salle est restée silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de réaction parce que ce n'était pas du divertissement. C'était une conséquence. Je me suis retourné vers la scène, je ne les ai pas regardés à nouveau parce qu'il n'y avait plus rien à voir. Ils avaient déjà perdu et la partie qu'ils ne comprenaient pas encore, ce n'était pas la fin. C'était juste la partie que tout le monde avait pu voir. Le reste serait plus calme, plus long, et permanent. Je n'ai pas pensé à eux pendant un moment. Pas parce que je ne pouvais pas, parce qu'il n'y avait plus rien à traiter. Un mois, c'est long quand on reconstruit sa vie. C'est aussi très court quand tout ce qu'on a construit est démantelé pièce par pièce. Julien est parti en premier. Le tribunal fédéral ne va pas vite, mais il va proprement quand les preuves sont complètes. 25 ans, pas de négociation, pas de réduction, pas de surprise. Les accusations étaient exactement ce qu'elles paraissaient, transfert non autorisé de technologies restreintes, distribution étrangère, blanchiment financier lié à un risque opérationnel. Il n'a pas beaucoup argumenté. Il n'a pas essayé de jouer au malin parce qu'à ce stade il n'y avait plus rien à argumenter. Méline a tenu plus longtemps. Bien sûr qu'elle l'a fait. L'image publique compte pour les gens comme elle. Réputation, perception, contrôle. Elle a essayé de la sauver. Déclaration, avocat, déni, rien n'a marché. Ses comptes étaient partis. Son entreprise était partie. Son nom signifiait maintenant quelque chose de différent. Pas le succès, pas l'influence, juste un dossier. Elle regardait 10 ans minimum. Peut-être plus si elle continuait à parler de la mauvaise façon. Et mon père, cette partie a été plus calme. Pas de tribunal, pas de gros titres, juste des conséquences. La maison était partie. Actifs examinés, avantages révoqués, pension terminée. Il a emménagé dans une petite location en bordure de la ville, sans personnel, sans événements, sans personne qui l'appelle colonel comme si ça signifiait encore quelque chose. Cette partie frappe toujours le plus fort. Pas la perte d'argent, la perte d'identité. Je ne suis pas allé le voir. Il n'a pas appelé. Pour une fois, nous avons tous les deux compris clairement la situation. C'était fini. Je suis resté concentré sur le travail, nouvelle mission, nouvelle rotation d'équipe, priorités différentes. Le genre de vie où ce que tu fais compte plus que ce que les gens pensent que tu es. Plus propre, plus simple, mieux. Puis un jour, je suis sorti du Pentagone et je les ai vus tous les trois debout de l'autre côté de la rue sous la pluie. Pas de parapluie, pas de voiture, juste debout là comme s'ils ne savaient pas où aller ailleurs. Je me suis arrêté. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que je voulais décider comment gérer ça. Méline m'a vu en premier. Bien sûr qu'elle m'a vu. Elle remarque toujours l'opportunité, même quand il n'y en a pas. Cassie, a-t-elle appelé? Sa voix n'était plus la même. Plus basse, instable. Je n'ai pas répondu. J'ai descendu du trottoir et je suis allé vers eux quand même. Pas vite, pas lentement, juste directement. La pluie frappait ma veste. Ça n'avait pas d'importance. Au moment où je les ai rejoints, tous les trois me regardaient comme si j'étais quelque chose qu'ils pouvaient encore atteindre. Ils ne pouvaient pas. Méline a fait un pas en avant, plus près qu'elle ne l'aurait dû. Cassie, s'il te plaît, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle.
Je l'ai regardée, pas en colère, pas froide. Juste terminée. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Mon père est intervenu. Nous avons fait des erreurs, a-t-il dit. Nous le savons, mais ça ne doit pas finir comme ça. J'ai légèrement penché la tête. C'est déjà fini, ai-je répondu. Méline a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Non, tu peux encore réparer ça. Tu as des connexions. Tu as de l'autorité. Tu peux nous aider. J'ai presque souri. Presque. Tu ne comprends toujours pas, ai-je dit. Elle s'est rapprochée. Si, a-t-elle dit rapidement. Je comprends maintenant. J'avais tort. Nous avions tort. Donne-nous juste une chance de réparer. Julien n'a pas parlé. Il est juste resté là, silencieux, différent, comme s'il avait enfin compris ce que le silence signifiait vraiment. Mon père a réessayé. Tu n'abandonnes pas ta famille, a-t-il dit. Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai dit. La famille n'est pas automatique. Ça l'a arrêté. La voix de Méline s'est cassée. Nous sommes toujours ton sang, a-t-elle dit. Ce n'est pas suffisant, ai-je répondu. La pluie continuait de tomber. Personne n'a bougé. Personne d'autre autour de nous ne faisait attention. C'est le truc avec les grands bâtiments et les endroits importants. Ils font paraître les moments personnels petits. J'ai glissé la main dans ma poche, j'en ai sorti quelque chose, une serviette pliée, simple, légèrement usée. Je l'ai tenue une seconde, puis j'ai fait un pas en avant et je l'ai placée dans la main de Méline. Elle a baissé les yeux dessus, confuse, puis m'a regardé. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Tu me l'as donné, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Je ne l'ai pas. Tu l'as fait, ai-je coupé. Le mois dernier. À la table. Ça a fait tilt lentement. Son visage a changé. Pas de la colère, pas du déni, de la reconnaissance. J'ai laissé ça flotter. Garde-la, ai-je dit. Elle l'a tenue comme si ça signifiait quelque chose, comme si ça pouvait réparer quelque chose que ça ne pouvait pas. Mon père s'est avancé à nouveau. Ça ne doit pas être permanent, a-t-il dit. Je l'ai regardé une dernière fois. Cette fois, il n'y avait plus rien à comprendre. Pas de question, pas de conflit, juste une ligne. Claire, finale. La famille est un choix, ai-je dit. Ils n'ont pas interrompu, ils n'ont pas argumenté, parce qu'ils savaient que j'avais choisi mon équipe. J'ai continué. J'ai choisi des gens qui ne me jettent pas des choses quand ils se sentent puissants et qui ne viennent pas me chercher quand ils sont sur le point de tout perdre. Les yeux de Méline se sont remplis. Trop tard. Bien trop tard. J'ai reculé. Ne m'appelez plus, ai-je dit. Pas d'émotion, pas d'hésitation, juste une instruction. Puis je me suis retourné, je suis parti, je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas attendu. Un SUV noir s'est arrêté pile à l'heure. Porte arrière déjà ouverte. Je suis monté. La porte s'est refermée derrière moi. Tout ce qui était dehors est devenu muet. Pluie, voix, regret, tout. Disparu. La voiture est partie doucement. Pas de précipitation, pas de drame, juste en avant. Je me suis adossé au siège, j'ai regardé droit devant. Pas de pensée sur ce que j'avais laissé derrière. Parce que certaines choses ne sont pas destinées à être réparées. Elles sont destinées à finir. Et une fois que c'est fait, on ne les revisite pas. On ne les explique pas. On ne les porte pas. On avance. C'est la partie que personne ne te dit sur la vengeance. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas émotionnel. C'est calme, propre, et quand c'est fait, on ne se sent pas puissant. On se sent libre. Si vous pensez que cette histoire parle de vengeance, vous avez manqué le point. Ce n'était pas une question de revanche. Ce n'était pas une question de prouver que j'étais meilleur. Et ce n'était définitivement pas une question de les faire souffrir. C'était une question de voir enfin les choses clairement. Parce que la vérité, c'est que rien de ce qui s'est passé cette nuit-là n'a commencé avec un verre d'eau. C'était juste le moment où ça est devenu visible. La première leçon que j'ai apprise, c'est que le manque de respect ne commence jamais fort.
Il commence petit. Il commence par des blagues qui ne semblent pas justes. Des commentaires qu'on balaie. Des moments où on est ignoré, où on parle par-dessus, où on est traité comme si on ne comptait pas. Et la plupart des gens laissent ces choses passer. Moi aussi, à l'époque. Sur le moment, ça semble plus facile, moins dramatique, plus mature. Mais voilà ce que je n'ai pas compris à l'époque, les gens testent vos limites avant de les briser. La première fois qu'ils vous manquent de respect, ils regardent comment vous réagissez. La deuxième fois, ils vérifient si c'est autorisé. La troisième fois, ils ont déjà décidé que ça l'est. Et après ça, ce n'est plus leur comportement. C'est le standard que vous avez accepté. Donc voilà la règle que je suis maintenant, la première fois que quelqu'un franchit une ligne, c'est une information. La deuxième fois, c'est un schéma. La troisième fois, c'est de votre faute si ça continue. La deuxième leçon est celle que les gens comprennent mal tout le temps. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. À cette fête, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé de gagner sur le moment. Et beaucoup de gens pensent que ça veut dire que j'ai perdu. Ils ont tort. Parce que réagir émotionnellement dans le mauvais environnement donne le contrôle. Ce n'était pas un endroit où j'avais du levier. C'était son espace, son public, son récit. Tout ce que j'aurais dit aurait été utilisé contre moi. Donc je n'ai pas joué le jeu. J'ai changé le champ de bataille. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre propre vie. Toutes les situations ne méritent pas votre réaction. Toutes les insultes ne méritent pas votre énergie. Si vous répondez au mauvais endroit, vous êtes déjà en retard. Donc au lieu de demander « comment je réponds », demandez « où je réponds ». Parce que le pouvoir n'est pas de réagir vite. C'est de choisir le bon moment. La troisième leçon a été plus dure. Les gens vous montrent qui ils sont tôt. Vous ne voulez simplement pas le croire. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon père ne comprenait pas ce qui se passait. Je pensais qu'il était mal informé, manipulé, peut-être même sous pression. Il ne l'était pas. Il a choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Cette prise de conscience ne semble pas dramatique. Elle semble calme, lourde, comme quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Beaucoup de gens restent coincés ici. Ils réécrivent la réalité pour la rendre plus facile à accepter. Ils disent des choses comme « ils ne le pensaient pas ». Elle était juste stressée. Ils vont changer. Peut-être, mais peut-être pas. Et la version de quelqu'un que vous souhaitez exister n'est pas la même que la version qui se présente. Donc voilà la règle, arrêtez de réécrire les gens pour qu'ils correspondent à vos attentes. Acceptez ce qu'ils vous montrent, pas ce que vous espérez qu'ils soient, parce que la clarté peut faire plus mal que la trahison, mais elle vous évite de gaspiller des années avec les mauvaises personnes. La quatrième leçon est celle que la plupart des gens évitent de discuter. L'indépendance financière n'est pas une question d'argent. C'est une question de contrôle. Ils ne voulaient pas mon argent parce qu'ils en avaient besoin. Ils le voulaient parce que ça leur donnait du levier. S'ils contrôlaient mes ressources, ils contrôlaient mes options, où je vivais, ce que je faisais, comment je me déplaçais, tout. Et ce n'est pas unique à ma situation. Ça arrive tous les jours dans les familles, dans les relations, dans les carrières. Si quelqu'un peut contrôler votre revenu, votre accès ou votre stabilité, il peut contrôler vos décisions. C'est la réalité. Donc l'objectif n'est pas juste de gagner de l'argent, c'est de construire l'indépendance. Parce que l'indépendance vous donne une chose que la plupart des gens n'ont pas, la capacité de dire non et de le penser. La cinquième leçon est celle que la plupart des gens comprennent mal sur la vengeance. La vraie vengeance n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas combattu. Je n'ai pas essayé de leur faire mal de la façon dont ils m'ont fait mal. J'ai construit un dossier. J'ai rassemblé des faits. J'ai attendu. Et puis j'ai agi quand ça comptait. Ce n'est pas dramatique. C'est efficace. Parce que les réactions émotionnelles s'épuisent vite. Mais les actions structurées, elles durent. Donc si vous pensez à vous venger de quelqu'un, voilà un meilleur conseil, ne vous concentrez pas sur leur faire mal. Concentrez-vous sur votre positionnement. Prenez de meilleures décisions.
Construisez des systèmes plus forts. Créez de la distance. Parce que le résultat le plus puissant n'est pas de les voir tomber. C'est d'atteindre un point où ils n'ont plus d'importance. Cette nuit-là ne les a pas changés. Elle ne les a pas transformés en meilleures personnes. Elle n'a rien réparé sur qui ils étaient. Ce qu'elle a changé, c'est moi. Elle a changé la façon dont j'évalue les gens, dont je pose des limites, dont je décide qui a accès à ma vie. Et une fois que ce changement se produit, on ne revient pas en arrière. Parce que la plus grande leçon n'était pas sur eux. C'était sur ce que j'étais prête à tolérer et ce que je ne tolère plus. Je ne vis plus de la même façon. Pas parce que je suis devenue plus forte du jour au lendemain. Pas parce que j'ai soudain tout compris, mais parce que je vois les choses plus vite maintenant, plus clairement. Et une fois qu'on voit clairement, on ne bouge plus de la même façon. La première chose que j'ai changée est simple. Plus tout le monde n'a plus accès à moi. Ça semblait dur autrefois. Maintenant ça semble nécessaire. Beaucoup de gens grandissent en croyant que la famille a automatiquement un siège au premier rang dans votre vie. Votre temps, votre attention, votre énergie, sans poser de questions. Cette croyance cause plus de dégâts que les gens ne le réalisent. Parce que l'accès n'est pas quelque chose que les gens méritent par défaut. C'est quelque chose qu'ils prouvent pouvoir gérer. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, ignore vos limites, ou ne se montre que quand il a besoin de quelque chose, il ne perd pas votre amour. Il perd votre accès. Et ce sont deux choses différentes. Donc maintenant je décide qui je réponds, qui je vois, à qui je donne mon temps, pas sur la base de l'histoire, sur la base du comportement. La deuxième chose que j'ai changée, j'ai arrêté d'expliquer mes limites. Celle-là a pris du temps parce que la plupart des gens ressentent le besoin de se justifier, d'expliquer, de s'assurer que l'autre personne comprend. Mais voilà ce que j'ai appris, plus vous expliquez, plus les gens pensent que c'est une négociation. Ils commencent à chercher des failles, des moyens de contourner, des arguments pour pousser. Donc j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, quand quelque chose ne me convient pas, je le dis une fois, clairement, directement, et puis je passe à autre chose. Pas de longues conversations, pas de débat, pas d'essayer de convaincre qui que ce soit parce que je ne demande pas la permission de me protéger, et vous ne devriez pas non plus. Non est une phrase complète. Elle n'a pas besoin de soutien. La troisième chose que j'ai changée, je fais attention aux actions, pas aux mots. Après tout ce qui s'est passé, les excuses sont venues. Bien sûr qu'elles sont venues. Elles viennent toujours après les conséquences, après que la situation a basculé, après que les gens réalisent qu'ils perdent quelque chose. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que les mots sonnent bien quand les gens ont besoin de quelque chose. Mais le timing dit la vérité. Si quelqu'un vous traite mal quand il a le pouvoir et bien quand il ne l'a pas, ce n'est pas de la croissance. C'est une stratégie. Donc maintenant je n'écoute pas ce que les gens disent. Je regarde ce qu'ils font, surtout quand ils pensent que personne ne regarde. C'est là que la vraie version apparaît. La quatrième chose que j'ai changée, j'ai construit une famille différente. Pas par le sang, par choix. Les gens que je fais confiance maintenant ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas toujours faciles, mais ils sont constants. Ils se présentent de la même façon à chaque fois. Ils n'ont pas besoin que je sois plus petite pour qu'ils se sentent plus grands. Ils ne me concurrencent pas. Ils ne me testent pas. Ils respectent l'espace que je prends, et je fais la même chose pour eux. C'est ce qui compte. Parce qu'au bout du compte, les gens autour de vous façonnent votre vie plus que tout le reste. Donc choisissez soigneusement, pas sur la base de l'histoire, sur la base de la façon dont ils vous traitent quand ça compte. La cinquième chose que j'ai changée est celle avec laquelle la plupart des gens luttent. Quand je m'en vais, je ne regarde pas en arrière. Pas de vérification. Pas de « juste pour voir ». Pas de rouvrir des portes qui ont été fermées pour une raison. Parce que partir à moitié crée plus de problèmes que rester. Si vous décidez d'avancer, faites-le complètement. Pas émotionnellement attaché. Pas en attendant la clôture parce que la clôture ne vient pas des conversations. Elle vient des décisions. Et une fois que vous prenez cette décision, vous vous y tenez. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est calme, même quand une partie de vous veut revenir juste pour s'assurer que vous avez fait le bon choix, vous l'avez fait. C'est pour ça que vous êtes parti. Voilà la partie que la plupart des gens n'attendent pas. Ils ont tout perdu. Leur argent, leur réputation,
leur position, mais ce n'est pas pour ça que j'ai gagné. Ce n'est pas le point. Je n'ai pas gagné parce qu'ils sont tombés. J'ai gagné parce que j'ai arrêté d'avoir besoin d'eux. J'ai arrêté d'avoir besoin de leur approbation, de leur validation, de leur version de ce à quoi ma vie devrait ressembler. Et une fois que vous retirez ça, vous ne réagissez plus. Vous choisissez. Et ça change tout. Donc si vous prenez quoi que ce soit de cette histoire, que ce soit ça, vous n'avez pas besoin de combattre tout le monde qui vous manque de respect. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à des gens qui ont déjà décidé. Et vous n'avez définitivement pas besoin de garder des gens dans votre vie juste parce qu'ils y sont depuis longtemps. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté, de limites, et de la volonté de partir quand quelque chose n'est plus en accord avec qui vous êtes. Parce que le vrai changement ne se produit pas quand il change. Il se produit quand vous changez. Et une fois que vous le faites, vous ne revenez pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà avancé. Note finale, cette histoire est une œuvre de fiction, mais les leçons précieuses que nous discutons sont entièrement réelles et continuent d'arriver à beaucoup de gens tous les jours. Si ce style n'est pas pour vous, c'est parfaitement OK. N'hésitez pas à chercher d'autres contenus qui correspondent mieux à vos besoins.